Rise in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, le 16 juin à 22h50, heure de Paris, sera diffusé sur TV5 Monde, France, Belgique, Suisse, un merveilleux film, un film important, fondamental, qui a été plus ou moins réalisé il y a plus de 36 ans, mais qui a encore des résonances avec ce que nous sommes, notre société d'aujourd'hui, même s'il y a des images de 2018. Et ce même film sera aussi diffusé le 21 juin à 17h30, heure de Beyrouth, sur TV5 Monde Moyen-Orient. Toutes les informations sont dans le descriptif de la vidéo. Le film s'appelle Marseille, M minuscule, Marseille avec un S au pluriel entre parenthèses. On va revenir sur le titre. Et le film est réalisé par Viviane Candas, qui est donc réalisatrice, cinéaste, actrice, documentariste. Et ça s'est fait assez rapidement, cette prise de rendez-vous. Elle a accepté d'être là, en direct d'Alger. Donc, il y a des petits soucis Internet, faudra nous excuser. Mais elle est courageuse, elle est là, et je suis très content. Comment allez-vous, Viviane ? Je vais pas mal, malgré les problèmes d'Internet. Là, je vous ai entendu, donc on va essayer de continuer comme ça. Je vous reprends tout de suite, c'est pas Marseille avec S entre parenthèses, c'est Marseille avec S majuscule. Oui. Le titre a une signification qui est non pas le Marseille à l'américaine, passage to Marseille, ce qu'on connaît, c'est la multiplicité qui fait la ville. C'est une ville où il y a plus d'un tiers de la population qui est d'origine immigrée, une immigration récente, une immigration qui a moins d'un siècle. Voilà le sens de ce S. Est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends très bien. Vous avez l'air soucieux. Non, je vous écoute. Quand j'écoute, je suis soucieux. Non, j'écoute simplement. Non, parce que je me suis trompé. Si vous avez raison, c'est effectivement c'est le S en majuscule. Mais alors, pourquoi le M de Marseille est en minuscule ? Pour que le S soit majuscule, il fallait que le M au début soit minuscule. Mais il y a des gens qui l'écrivent avec des M majuscules. Saad Chakali et Alexia, ils avaient fait un autre titre qui était d'ailleurs emprunté à Comolli, un vieux film de Comolli, oui. Les deux Marseillaises. Alors j'ai dit que ça embrouillait. Ils m'ont dit mais non, nous, notre cœur est pur. Nous aimons votre film comme nous aimons ceux de Comolli. Voilà. Qu'est-ce qui vous a... Moi, la première question que j'aimerais vous poser par rapport à ce film, lorsque vous faites, parce que dans ce film, il y en a deux. Lorsque vous faites en 86, lorsque vous suivez votre amie Fatima et sa famille, ce tournage-là, ces rushs, ça a donné un film. Dites-moi exactement où ça en est. Qu'est-ce que vous avez fait avec ce que vous aviez tourné en 86 à l'époque? Est-ce que vous en avez fait un film? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé en deux fois. La motivation, elle est expliquée dans le film lui-même, elle est dans le corps du film. En 1985-86, je reviens régulièrement à Marseille pour voir ma famille. Mes grands-parents étaient vivants. Et je suis toujours saisie, mais à la gorge, saisie en sortant de la gare. J'arrive de Paris, d'ailleurs, et je suis saisie par la parole raciste, par le rejet des Arabes. Les Arabes. On ne supporte plus les Arabes. Moi, j'ai vécu en Algérie, évidemment, j'ai tout un lien avec l'Algérie. Donc, je ne supporte pas ça. Et puis, en plus, ça me semble extrêmement... ça monte comme une mayonnaise. Alors, beaucoup de choses montent comme une mayonnaise à Marseille, mais ça me semble de plus en plus fort. Et je décide de prendre la température de ça. Le film le départ, le premier tournage était cette idée de température. C'était un de mes premiers tournages. J'avais quasiment rien fait. J'avais fait un tout petit portrait. Et
j'ai demandé à André Berkoff de venir à Marseille pour rencontrer mon amie Fatima et s'interroger sur cette histoire de racisme et d'immigration, et rencontrer aussi les gens que je lui ai immédiatement présentés, je l'ai emmené voir, c'est-à-dire les gens du Front National dans les bars, que moi j'avais un petit peu rencontrés avant, pour préparer ce film. Donc c'était une confrontation avec des sensibilités totalement variées. Parce que Berkoff n'arrive pas dans le bar du Front National, comme Fatima arrive après au repas, qui est situé à la fin du film, mais qui en 1986, pour répondre à votre question, j'avais commencé par tourner chez Fatima, avec ses enfants chez elle, et j'avais pas tourné en dehors, j'avais tourné une sortie d'école, mais c'était pas leur école, j'avais tourné un petit peu dans la ville, en pneumatique à l'époque, on tournait en pneumatique. C'est la préhistoire de la vidéo. Et puis, l'idée évidemment majeure de cette partie du tournage, c'était de rassembler Fatima et les gens du Front National qui avaient rencontré Berkoff et dont j'avais filmé la rencontre, de les rassembler autour d'une table, autour d'un repas. Ils ont tous accepté, Fatima a accepté de venir s'asseoir. On a fait ça chez une amie, Colette Lehmann, qui avait à l'époque ce restaurant, qui gérait ce restaurant sur le port, et qui a invité donc ses voisins du Front National, puisque le bar était, les bars du Front National c'était vraiment le centre-ville. Et ils sont venus, il y a eu ce repas qui a été quand même un élément important, et qui reste un élément important à travers le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on imagine mal ce type de repas se faire. Alors, je tourne ça en février 1986. Un mois et demi plus tard, il y a les élections législatives et municipales en même temps. Le Front National fait une percée à 10% des voix nationales. Dans certains quartiers de Marseille, il fait 30%. Donc là, c'est un choc. Du coup, moi, j'étais avec mon petit montage de 15 minutes. Je vais montrer ça à une émission qui s'appelle Taxi, que connaissait évidemment très bien Berkoff. Moi, je connaissais personne à la télévision, lui, il connaissait tout le monde. Et Berkoff m'a dit, c'est passionnant ce qu'on a fait c'est formidable, il faut que tu rencontres, va voir Taxi. Taxi trouve ça formidable, décide de le diffuser, qu'on va quand même remonter un peu, que vous savez, c'était un milieu, l'info, c'était des documentaires, c'était entre le documentaire et le reportage, l'émission Taxi. Et c'était un milieu extrêmement, c'est un milieu très fermé qui ne me convenait pas du tout, parce que moi, je viens de l'art, je viens des arts plastiques, donc j'étais rentré là, j'étais les voir pour des raisons politiques, mais j'étais pas du tout préparé. J'allais rencontrer comme type de jeu politique. Le jeu politique est très important dans les rédactions de télévisuelles, que ce soit les émissions documentaires, évidemment les émissions d'actualité. C'est important pour la suite, ce que je vous dis. Parce que ce qui s'est passé, c'est que ça leur a beaucoup plu. On a fait un nouveau montage avec la monteuse qui convenait au rédacteur en chef, Philippe Alfonsi, pour le nommer. Et on attend la diffusion, et puis moi, je vois passer le temps. Entre-temps, il y a eu donc ces élections qui ont ébouriffé tout le monde, et puis il y a eu une sorte de modification des états d'esprit, c'est-à-dire que tout d'un coup, Le Pen, il ne fallait plus montrer une image de lui, qui était une image, pas Le Pen directement, mais ses ceux qui votaient pour lui, ces militants, c'est-à-dire ceux qu'on voit dans mon film, on les voit comme pour ceux qu'ils sont, c'est-à-dire des gens qui sont dans une parole pathologique, dans un discours pathologique, de rancœur, de haine, de hargne, d'extrême droite, oui, mais en même temps c'est chaleureux aussi à ce repas. Mais on voit bien qu'ils sont dans une rancœur, qui est la rancœur des suites de la guerre d'Algérie. On va y revenir après. Donc ça, c'est une position que n'a pas voulu, à un moment donné, défendre François Mitterrand. Il a voulu utiliser Le Pen. Il a dit, il fait 10% des voix, on va ouvrir toutes les télévisions, on va ouvrir toutes les radios, parce que
il va nous aider à casser la droite et donc à rester au pouvoir longtemps. Et à ce moment-là, les rédactions se sont quand même toutes alignées là-dessus. Voilà, sans que ce soit une consigne, quoique des gens m'ont dit qu'ils avaient vu écrit la consigne de faire passer Le Pen le plus souvent possible, de l'inviter le plus possible. Des responsables de chaîne mais ont témoigné de ça. Mais ça s'est passé il y a longtemps. À l'époque, en tout cas, c'est comme ça. Et ma première partie de documentaire n'est pas du tout diffusée. De toute façon, j'ai un deuxième montage de 15 minutes. Et puis arrive le mois d'avril, qui arrive assez vite, et le ramadan. Et à ce moment-là, je dis à Taxi, je me dis, mais moi, je voudrais faire une suite. Je voudrais filmer la jeunesse, c'est-à-dire les enfants de Fatima, qui sont non pas des gens de 13 ans ou 15, ou 12 ans comme ceux que j'ai filmés en février, mais ses fils aînés, qui étaient au service militaire, surtout Nourdine, autour d'une radio libre qu'anime un très vieux copain, Jacques Sonsin, qui vient d'ailleurs de décéder. Et je veux filmer ça parce que c'est intéressant de filmer la jeunesse pendant le ramadan, au dernier jour du ramadan, parce qu'elle est entre sa tradition, le ramadan est très suivi quand même, et elle est dans sa relation avec la tradition et religieuse, la tradition, et l'état de son intégration dans la ville. Et donc, j'ai voulu faire ça, et à ce moment-là, j'ai dit à Taxi, je tourne. Et j'ai organisé le tournage, et j'ai un peu bluffé, parce que je n'avais pas d'argent. La première fois, pour le tournage de février, je m'étais fait passer de l'argent par Marc Mercadier et Djilali Meri, ils sont cités au générique. Ils m'ont donné de l'argent, j'avais à l'époque 20 000 francs pour ce tournage. Donc j'ai pu amener les choses. Alors, il fallait payer les gens. Ce qui est intéressant, parce que j'en parle parce qu'il y a une économie, et que l'économie, elle va aller décrescendo. En avril, quand je vais tourner, c'est France 3 qui me finance, qui paye le tournage. Hein. Ça ne va pas être très simple, et finalement, ils ne vont jamais diffuser rien. Donc moi, je récupère mes rushs, je récupère mes cassettes, je les enferme, je me rends compte que je n'arriverai pas à le placer maintenant, parce que ça ne raconte pas ce qu'on veut que ça raconte. Et j'enferme ça dans une malle en fer, comme il faut, et ça va dormir là pendant 30 ans. 30 ans plus tard, je me dis, il faudrait quand même voir s'il reste encore quelque chose sur ces cassettes. Et je l'ai fait numériser. On est en 2017, plus de 30 ans. Je l'ai fait numériser, et là, les jeunes gens qui numérisent dans le laboratoire, ils sont sidérés par ce qu'ils voient, par les rushs. Ils disent, mais c'est complètement actuel. Or, c'est des gens qui n'ont pas 30 ans. Donc, c'est des gens qui n'étaient pas nés quand j'ai filmé. Et cette réaction m'impressionne, parce que la réaction des jeunes est toujours intéressante. Et quand on montre des choses comme ça qui ont un tel recul, la façon dont les jeunes y réagissent est très intéressante. Quand j'ai fait le montage, donc il a fallu faire une suite. Je ne trouve aucun financement à ce moment-là. Donc, 30 ans plus tard, même au vu des rushs, on me dit c'est intéressant, mais je ne trouve aucun financement dans une chaîne. Je me mets à tourner, je prépare en urgence un mini-tournage avec les enfants de Fatima, avec qui j'ai jamais perdu contact, ça a été une grande amie. Et Jacques, qui était malade, on savait qu'il avait un cancer, puisqu'il vient de décéder. Donc en 2018, il vient de décéder là, le 29 mars dernier. Mais en 2018, on sait juste qu'il a un cancer, et j'arrive à rassembler tout le monde, je m'endette. C'est très intéressant l'économie. C'est-à-dire que quelques années plus tôt, 3 décennies plus tôt, je trouvais un peu les moyens de tourner. Je me remplissais certainement pas les poches, mais je trouvais les moyens de tourner. 30 ans plus tard, je ne trouverai pas les moyens de monter. Vous comprenez ? C'est une économie qui a une signification politique. Elle est ce que le paysage politique est devenu. Et je verrai France 3 qui me l'a refusé 3 fois. Alors j'aurais dit quand même, ça a été coproduit par France 3 à l'époque, ça devrait vous intéresser. Pas du tout. Eux, ce qu'ils veulent, France 3 Marseille, qui m'ont refusé 2 fois, puis France 3 National une 3e fois. J'ai vraiment essayé, et je me suis heurté au fait que les gens ne savaient pas quoi faire avec ce que je montrais des rushs, ou même d'une proposition de montage en maquette.
Ça, les gens ne voyaient, les chaînes ne voyaient pas quoi faire avec ça, ça les effrayait, et donc il y avait, un refus, et je voyais que par ailleurs, France 3 produisait un documentaire tourné à Marseille, dans les cités marseillaises, qui s'appelle Basket et Djellaba. Et c'est ça qu'ils veulent. Donc c'est une image que l'on veut montrer. Donc on part sans argent, on se lance sur un montage, et je me suis lancé dans le montage parce que j'ai dû revenir d'Algérie fin août 2020 à cause du Covid et de multiples problèmes que je devais régler en France. Et parce que mon visa était expiré, et quand je suis arrivé en France, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Je ne pouvais pas repartir en Algérie, il faut que je fasse quelque chose. J'ai fait une petite vidéo d'art, puis j'ai lancé un crowdfunding pour monter ce film. Et c'était un contexte où, quand on a lancé le crowdfunding, et la monteuse et moi, on a commencé à travailler, on a récolté 8 000 euros, hein, ce qui n'est pas grand-chose, surtout surtout pour une post-production. La post-production, ça serait plus cher, contrairement à ce que les gens croient. Et c'est une époque où on ne pouvait pas ouvrir son portable le matin pour regarder l'heure, par exemple, sans avoir des nouvelles d'Éric Zemmour. Voilà le contexte. Donc on monte en résistance. J'ai plus tourné 30 ans plus tôt dans une relation de curiosité, d'interrogation, d'anticipation sur quelque chose que je pourrais ressentir, mais 3 décennies plus tard, c'est un désastre. Il y a un tel écroulement des consciences politiques que oui, on fait ce film en résistance. Voilà. Mais je vous remercie beaucoup pour la méticulosité de vos propos. Mais alors vous parlez de résistance. Moi, quand je découvre votre film pour la première fois, c'est-à-dire hier, pour la première fois, et quand je vois ces images de 1986 et je vois André Berkoff, je ne peux que sourire et me dire, tiens, André Berkoff, ça m'a rappelé qu'il a été un moment socialiste. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé aussi qu'il est libanais et qu'il parle arabe. Et comment lui, ce qu'il est devenu aujourd'hui, et d'autres aussi dans votre cercle d'amis. D'ailleurs, les 10 dernières minutes de votre film sont terribles parce que vous vous demandez que sont devenus ces gens-là. Bah, quelques-uns sont devenus ce qu'ils ont combattu il y a 30 ans. Et vous parlez d'un film comme un acte de résistance. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? À la résistance, mais vous savez, j'ai toutes sortes d'amis qui ont des parcours qui ne sont pas forcément les miens. C'est difficile. C'est difficile de vous répondre là, et puis c'est quand même c'est quelque chose sur quoi je réfléchis beaucoup. C'est-à-dire, je suis persuadé que la non prise en charge, je suis persuadé que la non prise en charge par l'extrême gauche elle-même et par la gauche, évidemment, de la question, non seulement de la question coloniale, de la mémoire de la colonisation et des guerres de décolonisation, mais la non prise en charge même par la gauche et l'extrême gauche furieusement, parce qu'elle a été, à l'époque où j'avais, en 73, moi je me souviens de l'été, l'extrême gauche, elle était avec les travailleurs, le mouvement des travailleurs arabes. On faisait des manifestations ensemble, on faisait on a résisté ensemble. Il y a eu un moment où il y a eu quelque chose de soudé, en tout cas à Marseille, je m'en souviens, je l'ai vécu, ça, très fortement. Pourquoi après c'est une époque où le mouvement des travailleurs arabes déclenche des grèves qui sont suivies par 20 000 travailleurs dans la région de Marseille. Le MTA déclenche une grève en 72 qui est suivie par 20 000 travailleurs. 20 000 travailleurs, c'est beaucoup. Évidemment, c'est pas le pouvoir de la CGT, mais à l'époque, qui se bat contre les crimes racistes? C'est pas la gauche, c'est pas le Parti communiste, c'est l'extrême gauche, les maoïstes précisément. Mais moi, j'ai milité dans le gauchisme, j'étais lycéenne,
c'est une époque extrêmement forte, mais on était liés. Or, il y a eu après une incapacité à tirer sur le plan politique et curieusement aussi sur le plan artistique de ce qu'avait pu être cette époque, comme de ce qu'avait pu être la révolution algérienne et l'expérience politique algérienne. C'est pour ça que je suis attaché, parce que je fais les films en les comprenant, c'est-à-dire que je fais les films pour comprendre. C'est de l'ordre de l'essai, c'est-à-dire j'ai voulu comprendre pourquoi ça s'était passé comme ça. Et je crois avoir compris qu'il y a cette incapacité à saisir, de même que la gauche ne comprend rien au génie algérien littéraire et même cinématographique, quand il apparaît dès Mohamed Dib, dès 52, dès que les premiers grands écrivains apparaissent, il y a une incapacité à les comprendre. Donc il y a cette tradition dans la gauche française qui a évidemment marqué l'extrême gauche. Il y a eu une époque où il y a eu un engagement proche, solidaire. Ce film, il vient de là. Il est le témoignage que ça a existé. Mon lien avec Fatima, ce n'était pas un lien postcolonial. C'était une vraie fraternité, une vraie sororité. Vous comprenez? C'est une inscription. Bien sûr, je vais la rencontrer dans la mouvance. Je l'ai rencontrée, Fatima, dans une colonie antiraciste qui avait été organisée par des maoïstes avec des gens des cités. Elle habitait une cité, elle avait ses 4 enfants, et elle avait mis les 2 aînés dans cette colonie antiraciste. Cette colonie organisée par des maoïstes. Et moi, je suis allé, ils m'ont dit, comme je n'ai jamais été très sectaire, et je fréquentais absolument tous les bords politiquement, les anarchistes, les maoïstes, tout ça. J'avais beaucoup d'activités, on était très actifs comme lycéennes après. Mais les maoïstes m'avaient dit, ben viens, il y a une manifestation, il y a une fête pour le retour de la colo, machin. Et je suis allé, et c'est là que j'ai rencontré Fatima. Dans une salle de banlieue marseillaise où il y avait cette fête pour la colonie de vacances organisée par les maoïstes. Ce sont des liens charnels, ce sont des liens humains, ce sont des liens politiques, ce sont des liens qui auraient pu être détruits. Après, oui, il y a Brigelli qui était mon copain quand je suis rentré en seconde. Lui était en Hippocagne, il est rentré en Hippocagne et maintenant, des années après, il est devenu route du Front National, puis je ne sais pas où il est maintenant, mais en même temps, il n'écrit pas des conneries. J'ai lu ses livres, il n'écrit pas des conneries. J'ai regardé l'autre jour Berkoff recevoir Juan Branco, que je connais, qui est le fils de mon ex-producteur. J'ai pas trouvé que Berkoff le recevait comme un suppôt réactionnaire de l'extrême droite que par ailleurs on l'accuse de représenter. Berkoff, c'est aussi quelqu'un, lorsque je le rencontre dans les années 85, qui vient de faire pour Actuel un reportage extraordinaire dont il me dit c'est l'expérience journalistique la plus formidable que j'ai faite. Il s'est fait passer pour un cheikh arabe, en 84 ou 83, il faut retrouver la date, pour le journal Actuel. Il loue une suite à Bordeaux, il parle arabe, il se fait passer pour un cheikh arabe, et il dit « je m'installe là, je cherche toute proposition financière, je veux investir dans Bordeaux ». Il m'a dit « j'ai vu défiler des gens qui étaient prêts à vendre leurs sœurs, leurs filles, et pas que leur maison. » Il me dit, humainement, ça a été mon expérience la plus radicale. Quelqu'un qui vient vivre ça, on peut lui dire, viens à Marseille rencontrer mon amie Fatima. Quand je rentre fin août 2020 d'Algérie, où il y a une conscience politique élevée, en plus on sort du Irak, donc c'est un moment, mais de toute façon, il y a une conscience politique beaucoup plus élevée en Algérie qu'en France, je suis désolé. C'est pour ça que j'y vis aussi. Quand je reviens, je suis frappé par l'effondrement en France. Les gens sont sur leur ego, sur leur miroir, leur petit précaré, leur petit espace Facebook. Il n'y a plus aucune conscience. Il n'y a plus de conscience politique du véritable engagement. Et le véritable engagement est un engagement collectif et pas individuel.
On est dans la posture, on n'est pas dans l'engagement aujourd'hui en France. Vous avez l'air inquiet. Pas du tout. Non, je ne suis pas du tout inquiet. Je ne peux que être d'accord avec vous. Donc, non, mais c'est quand même un film. Le film que vous avez fait en 86 et ce que vous avez tourné en 2018 et ce que ça donne, c'est-à-dire Marseille. Là, j'entends pas. Là, vous m'entendez pas. Donc, je disais que. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Alors, je disais que, pardonnez, voilà, c'est des problèmes Internet, c'est pas très grave tout ça. Le plus important, ni la mienne. Voilà, exactement. Le plus important, c'est qu'on arrive à communiquer. Votre film Marseille, aujourd'hui, en 2023, est-ce que vous avez réussi à le montrer suffisamment, autant que vous le souhaitiez? Ah, mais sûrement pas. D'abord, il y a pour l'instant un seul festival qui l'a pris. Bon, ça, je ne suis pas la reine des festivals. Il faut être en général très bien introduit par un producteur ou une productrice, ce qui n'est pas mon cas. Là, il est autoproduit. Je l'ai produit avec ma maison de production. Donc, je l'ai présenté à quoi? Je l'ai présenté à Cinéma du Réel, qui n'en a pas voulu. Et je l'ai présenté après au FICA d'Alger, qui ne l'a pas pris en compétition. Le problème, c'est que moi, j'ai pas un nom arabe. J'ai un point de vue comme un point de vue algérien sur l'immigration algérienne de Marseille. Je parle de donc les gens, je les embrouille. Pourtant, les organisateurs me connaissaient bien, mais ils ont pris le film pour le montrer. Et puis, la présentation a été un petit peu pagaille. Mais on a commencé à avoir des retours forts. Donc, effectivement, quelques critiques algériens qui l'ont regardé dans la presse algérienne. Et puis, après, en France, on a eu Nouvelle du Front, Saad Chakali et Alexia Roux, que je n'ai jamais rencontrés. Plus que vous, je n'ai même pas été jusqu'à les rencontrer vidéographiquement. Et puis, David Fonseca, qui en avait entendu parler par Saad et Alexia, et je n'ai pas plus rencontré. Je les ai rencontrés en les voyant parce que j'ai regardé votre micro-ciné sur la dernière reine, par intérêt évidemment pour la dernière reine, et j'ai trouvé ça très passionnant, ce micro-ciné, et c'est là que j'ai vu à quoi ressemblait David, mais j'avais parlé avec lui au téléphone longuement. Vous savez, on n'est pas obligé, se voir, c'est un privilège, et je fais partie des gens pour qui la voix est un engagement. Mais j'ai peut-être plus, j'ai aussi bien en parlant une fois 1 heure avec lui au téléphone, alors qu'il était dans la voiture et qu'il attendait ses enfants. On s'était dit l'essentiel. Je me mets tout entière dans mes films. Je suis mes films, surtout les documentaires. C'est beaucoup plus difficile de monter un documentaire. Sur les fictions, j'ai moins de temps. Là, les documentaires, chaque fois que j'en ai fait, sauf l'Estac, qui est un documentaire sur la naissance de la peinture moderne à l'Estac. Vous pouvez le voir sur YouTube, il y est encore. Donc, à l'Estac, à Marseille, entre 1870 et 1914, va s'inventer la peinture moderne. C'est-à-dire entre deux guerres. Comme une urgence, et est-ce que la guerre est l'échec des artistes? C'est une question que peut poser le cinéma. Et donc, les stacks, ça a été un très long travail de préparation. On l'a monté, mais il y avait un plan de montage extrêmement précis, puisque c'est que du paysage filmé et de la peinture, donc on rentre au millimètre dans les tableaux. Bref, c'était pas comme Algérie du possible, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, je l'ai vu, bien sûr, je l'ai vu. C'est l'histoire de... c'était plus d'1 an de travail de montage, parce que c'est difficile. Dès qu'on sort du documentaire historique avec ces narrations qui sont en général des narrations qui suivent la chronologie de laquelle n'est pas un plan,
et laquelle n'est pas une dramaturgie. Les gens croient toujours que l'histoire est une dramaturgie. L'histoire n'est pas une dramaturgie. Tous les gens qui vous disent « Regardez, j'ai un formidable sujet, j'ai vécu ça pendant la guerre d'Algérie, par exemple. Ça ferait un formidable film. » Je lui dis « C'est une histoire intéressante, mais ça ne fait pas une dramaturgie. » C'est pas la même chose. Ou alors vous faites un feuilleton, vous faites une série, parce que la série, c'est calculé pour durer à chaque fois 52 minutes. On étire ça comme un chewing-gum, de façon à ce que ça dure le temps. Et moi, c'est des narrations qu'on peut ramasser en 10 minutes, mais non, il faut les étirer en 52 minutes. Ça m'endort, personnellement. Mon problème principal avec les documentaires historiques tels qu'ils sont aujourd'hui traités à la télévision, je l'ai dit dans l'entretien avec Saad et Alexia pour Nouvelles du Front, c'est qu'on dénature l'archive en colorisant les images. C'est-à-dire qu'on a des images qui ont été prises en noir et blanc, quelquefois filmées en noir et blanc par des gens qui cadraient dans les années 60. Ils cadraient bien, les caméramans. C'était du 16 mm, inversible ou pas, mais c'était du film. Et ils savaient manipuler leur caméra, ils n'en avaient pas des kilomètres, ils savaient cadrer. Si aujourd'hui on reprend ces images, qu'on y balance de la couleur pastel pour mettre de la couleur, parce qu'il paraît que quelqu'un, un responsable a dit oui, mais tu comprends, et on s'est rendu compte que dès qu'on montrait des images en noir et blanc, on perdait 10 à 15% du public. Ah bon? Alors pour ne pas perdre 10 à 15% du public, on va toucher à une archive. C'est une archive comme une autre. Mais ça se fait maintenant. Ce qui fait que vous êtes projeté dans une image qui ne raconte plus rien par elle-même. C'est-à-dire qu'elle est dénaturée en tant qu'archive, elle vous propulse dans un temps qu'on ne comprend pas. Pour moi, c'est une esthétique de cimetière. Et du coup, on ne sait plus à quelle époque on est. Donc, tout discours sur une image manipulée comme ça, tout discours, alors là, on va prendre une voix un peu dramatique avec des trémolos pour reconnaître que oui, peut-être la colonisation, ça a été un peu dur. Et Vogue la galère, ça marche comme ça. On a des kilomètres maintenant de documentaires comme ça. Hein. Évidemment, ce n'est pas les producteurs des chaînes qui vont me commander quoi que ce soit. Moi, je ne travaille pas comme ça. Je rappelle donc. Dit, vous m'entendez bien là? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Alors, je vais vous poser une dernière question, mais je vais quand même rappeler que votre film sera diffusé aujourd'hui, le 16 juin, sur TV5 Monde, France, Belgique, Suisse, à 22h50 heure de Paris, ça c'est très important, mais qui sera aussi diffusé le 21 juin prochain à 17h30 22h50 heure de Paris. Voilà, 22h50 heure de Paris, et le 21 juin, 17h30 heure de... Le 21 juin, oui. Voilà, le 21 juin, 17h30, heure de Beyrouth, sur TV5 Monde, Moyen-Orient. J'ai une dernière question à vous poser. Dans votre film, toutes les images filmées en 2018 et aussi cette visioconférence que vous choisissez d'intégrer dans le film, toutes les images de 2018, c'est-à-dire celles où vous réunissez certains protagonistes de 1986 à discuter, est-ce que vous avez eu l'envie aussi de sortir de cet endroit-là, d'aller filmer Marseille de 2018, comme vous aviez filmé Marseille en 1986? Je n'ai pas les moyens. Ah non, mais Samir, j'ai tourné, je me suis endetté pour rassembler cette famille, les enfants de cette famille avec Jacques et sa femme, qui est donc Nejma, et les enfants de Fatima, les 3 fils de Fatima, la fille étant en Grèce, n'est pas venu, et l'oncle, donc la famille, c'est très famille, et ils sont d'ailleurs, l'image c'est du numérique, c'est plus froid que l'image de 86, même si c'est une famille, ça c'est le numérique, et j'ai rassemblé les gens, bien sûr que j'aurais aimé sortir, mais j'avais pas un rond, je me suis endetté, et je n'ai toujours pas payé de ce film. Je n'ai pas payé les dettes de ce film, j'ai pas payé le mixage, j'ai payé personne, quasiment. C'est un film qui ne peut pas prétendre à l'agrément auprès du Centre national du cinéma. Moi, je ne peux pas continuer à faire des films comme ça. Là, je retourne à la fiction. Et ce que je vais tourner prochainement, c'est une fiction. Parce que c'est épuisant. Bien sûr que j'avais envie de sortir. Bien sûr que j'aurais aimé tourner dehors. Mais je n'en ai pas eu les moyens.
il a été question de risquer quelque chose, et puis c'était le marché aux puces de Marseille en 2018, excusez-moi, en 2010, au moment des élections, c'est le Covid. Bien sûr, on est en 2020, il y a des élections en 2020 qui vont être annulées finalement. Ou elles vont avoir lieu. Non, elles vont avoir lieu. Elles vont avoir lieu. Elles vont avoir lieu. Elles ont eu lieu. Voilà, elles vont avoir lieu. D'infections considérables. Eh bien, elles auraient dû être annulées. Et à ce moment-là, je voulais filmer à Marseille. Je m'étais débrouillé quand même pour qu'on puisse filmer totalement gratuitement. Tout le monde amenait l'un sa caméra, l'autre son magnéto. Enfin, c'était vraiment un travail pour filmer le marché aux puces avec justement ceux que j'avais filmés en 2018 pour avoir un peu d'air, pour avoir un peu de scènes contemporaines dehors. Non, on a travaillé essentiellement avec les archives. C'était pas possible. C'est un film, on ne peut plus minimaliste. Et c'est un merveilleux film, vraiment. Je suis vraiment très content de. Je tiens beaucoup à dire que Je vous en prie, non, allez-y, je vous en prie, vous étiez en train de dire quelque chose. Non, mais moi, vous avez vu, je suis très prolixe. J'ai beaucoup de choses. C'est un flot de choses parce que depuis que le film est fini, je suis en Algérie. Et en Algérie, je me pose des questions qui sont dans la continuité de ce film. Comment dire, on est en train de préparer un hommage à Mohamed Boudia. Vous savez peut-être pas qui c'est. C'est un grand moudjahid qui est le fondateur du Théâtre national d'Alger. Vous savez qui c'est, voilà. On prépare un hommage pour 22. Eh bien, pour me replonger, je suis persuadé d'une chose, c'est que la mémoire est révolutionnaire. C'est-à-dire quand on travaille sur la mémoire, qu'elle soit la mémoire des gens qu'on a filmés 30 ans plus tôt, sa propre mémoire. Ou quand on travaille sur les textes de Mohamed Boudia qu'on est en train de lire, parce qu'on va faire une lecture publique le 22, avec Samir Al-Haktoum, on va faire ça, eh bien, ce sont des choses qui nous nourrissent, c'est une sève extraordinaire. C'est une force et une sève, ça vous remonte le moral de toutes les bagarres bureaucratiques qu'on peut avoir à mener, de tous les problèmes d'endettement, de tout ça. Parce que ça, c'est une vérité. C'est une vérité et c'est une sève et c'est la seule vérité qui... c'est-à-dire pourquoi les gens sont passés à l'extrême droite? Parce qu'à un moment donné, ils ont été dégoûtés de la gauche. Et moi, dans le film Marseille, puisqu'il y en a qui vont peut-être le voir ce soir, il y a un moment donné, il y a un des fils de Fatima qui raconte une expérience d'association d'aide aux jeunes migrants au début des années 2000, qui est en fait un véritable fromage pour, et encore j'ai gommé les noms qui étaient cités, hein, j'ai pas envie d'avoir des procès, j'ai enlevé les noms de ministres qui étaient cités de l'époque, mais c'était évidemment encore un fromage organisé par les socialistes à leur profit, avec une caution gouvernementale pour faire de l'argent avec ces fameux des subventions, etc. On est en plein dans le scandale Marlène Schiappa. Comment ne pas être en colère et comment ne pas être démoralisé quelquefois et dégoûté? C'est même au-delà du dégoût et de la colère, c'est de se dire mais il y a quoi bon, va t'occuper d'autres choses. Quand on voit que Mohamed Sifraoui, il s'appelle, a touché non seulement les fonds de Marlène Schiappa, mais en plus il a été payé par le gouvernement pour donner des expertises qui sont de la foutaise, pendant que vous êtes encore là à courir après 15 000 € pour payer les dettes du mixage du film. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je peux vous dire ça. Rien n'a changé depuis 86, sauf que les consciences sont totalement dégradées et que l'extrême droite maintenant est hégémonique. Et que j'ai un copain qui n'est pas cité dans le film parce qu'il n'avait pas encore publié, mais qui vient de publier un livre qui est un copain de cette époque-là, qui était gauchiste, qui est devenu professeur de philosophie en Sorbonne, agrégé de philosophie, qui est vraiment pas un idiot, qui vient de publier un livre contre la religion woke. Mais il a peut-être pas complètement tort, parce que si le travail mémoriel n'a pas été fait, si le travail de fond n'a pas été fait sur l'histoire coloniale, à quoi sert
d'imposer des histoires de genre, des histoires d'interdire le mot race, d'imposer le mot racisé que moi je ne sais pas utiliser. Je ne comprends pas ce que ça veut dire racisé. Vous comprenez toute cette superficialité qui est très très française, qui ne vient pas du tout des États-Unis. C'est pas vrai. C'est pas vrai que ça vient comme ça des États-Unis. C'est dominant d'une autre façon aux États-Unis, mais c'est surtout la superficialité française et la façon de cacher comme ça par une espèce de mode, comme le voile, avec le voile, je te l'enlève, je te le remets. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le voile? Le film aussi, Marseille, se raconte ça. Mais c'est infini, voilà, on peut le continuer. Et la mort de Pierre Audin, il y a quelque temps, que je ne connaissais pas personnellement, je l'ai croisé il y a un an, je connaissais un peu mieux sa sœur, j'avais échangé autour de Algérie du possible, qu'elle avait beaucoup aimé, je lui avais envoyé le film, elle l'avait beaucoup aimé, et là, Pierre Audin, je l'ai croisé au moment où on a découvert le buste de Maurice Audin à Alger, mais sa mort m'a beaucoup choqué parce qu'on a le même âge, et que tout d'un coup, je me suis dit, mais si notre génération fout le camp, comme les vieux dinosaures qui sont droits dans leurs bottes, qui sont tout à fait au clair. Je parle de gens comme Niels Anderson qui a accompagné l'écriture de la voix off du film. Et c'était difficile de réécrire la voix off du film parce que moi je testais. J'ai montré le film dans différentes étapes de montage qu'on fait tous, mais là particulièrement celui-là. J'ai montré à tout un panel de personnes et je prenais à chaque fois des notes sur lesquelles je ne comprends pas ça c'est pas clair, ça c'est ambigu, ça pourquoi tu parles de l'islam, qui fait beaucoup flipper. D'ailleurs, les premiers à mal réagir à ce film, c'était des gauchistes. Et je me souviens qu'il y avait une jeune fille qui habitait provisoirement chez moi parce que j'étais tellement dans la merde que j'ai dû louer une chambre. Il est arrivé une jeune fille qui était 3e année de Sciences Po et qui faisait un stage chez SOS Racisme. Et je trouvais cette fille sympathique, je parlais avec elle, enfin mon fils aussi, on est plusieurs, on vivait comme en communauté. Et je dis à un moment donné, je dis à cette jeune fille, j'aimerais bien que vous voyiez mon film, pour me donner votre avis, puisque vous faites un stage chez SOS Racisme, puis c'est un sujet qui a priori vous intéresse, l'immigration. Elle a vu le film, elle m'a fait des notes, et elle me dit, qui c'est Bijard? Eh bien là, on se trouve d'avoir une problématique spécifique au cinéma, c'est comment dire en 15 secondes, on a moins de 15 secondes à l'image, qui est Bijard? Voilà, ça c'est la charge qu'ont les gens de cinéma. Parce que les historiens, ils sont épuisés. Les historiens, on ne les lit pas, on les écoute pas assez, et on ne les lit pas assez surtout. Donc ils savent très bien que le cinéma est un formidable moyen de faire travailler la mémoire, de la rendre, de faire en sorte que les gens puissent se l'approprier. Et je crois qu'avec ce film, effectivement, il y a quelque chose qu'ils peuvent s'approprier. En même temps, ils manipulent des choses qui... Enfin, ils manipulent, au sens... Ils manipulent, c'est un petit peu comme de l'alchimie. Ils touchent à des sujets toujours très difficiles et sur lesquels les gens restent butés sans savoir pourquoi. Je suis très frappée que les descendants de Pieds Noirs, c'est des gens qui ont l'âge de mes enfants. Mes enfants, ils ont 28 et 30 ans. C'est l'âge de mes enfants. 28 et 30 ans. Eh bien, leurs copains ne savent rien quasiment de la guerre d'Algérie. Évidemment, les miens, ils savent, ils sont au courant, ils en ont un petit peu entendu parler. Mais ce qui est frappant, c'est à quel point la jeunesse ne sait pas. Elle ne sait pas. Ils sont anti-Front National, par exemple, ou Rassemblement National, mais ils ne savent pas d'où vient le Front National. Quand j'ai fait le mixage, le très jeune mixeur, 30 ans, même pas 30 ans, très doué, et dans la force, il avait beaucoup aimé le film, il avait décidé, et il me dit, la séquence du poignard de Le Pen, pour moi, c'est une révélation. Je ne savais pas que Le Pen avait fait ça. Il me dit, il faut que tu épures les sons derrière ta voix. Il faut c'est tellement important qu'on entende bien. Parce que nous, quand on fait des montages, on monte en son, on charge, puis après au mixage, on épure. Et lui, il m'a dit, ça, il faut absolument qu'on entende très bien ce que c'est que Le Pen. Qu'est-ce qu'il a fait?
Vous le savez, Samir, parce Oui. que vous êtes algérien. Mais autrement, les jeunes ne le savent pas. Et c'est à nous de le dire, parce que nous, pour nous, c'est du ce vivant, on a une mémoire immédiate. Comme disait Mohamed Arbi, les gens n'ont aucune idée de ce qu'était la colonisation. Moi, j'ai vu l'Algérie indépendante. Je n'ai pas connu l'Algérie colonisée, je suis arrivé en 63. Dans mon enfance, eh bien, ce que j'ai vu, je peux en témoigner. Enfin, en même temps, je savais un peu concernant Le Pen parce que c'est pas que, il n'y a pas que le fait que je sois d'origine algérienne, c'est aussi peut-être parce que je suis un peu curieux aussi. Et je crois que la curiosité, c'est plutôt universel. Vous êtes Je, Là, vous êtes je disais, je suis Pardon, plutôt curieux. j'ai Je pas suis plutôt entendu la fin curieux. de ce que vous avez dit. C'est plutôt Je parce disais que je disais qu'il y a aussi beaucoup de curiosité finalement pour essayer de, voilà, faut être très curieux c'est terrible. J'entends pas ce que vous dites. Ah, vous êtes très Vous m'entendez? curieux. Voilà, il y a de cela Oui. aussi. Est-ce que vous m'entendez? Alors, là, je vous entends, mais j'entendais pas la fin. J'entendais furieux, je me suis dit, puis j'ai fini par entendre curieux. Bon, Parce qu'on peut être juste curieux, donc, on peut être furieux. exactement. Juste rappeler, on va finir l'émission, juste rappeler donc que votre film c'est ce soir, c'est à 22h50 heure de Paris, c'est TV5 Monde, France, Belgique, Suisse. Regardez ce film, il est juste impressionnant, très important, ça dure 90 minutes et je pense que après le film, vous n'en ressortirez pas indemne. Merci beaucoup Viviane Candas d'avoir pris le temps de nous parler de tout ça, c'était un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu et je suis ravi de découvrir le système de micro-ciné. À bientôt. À très vite, générique. Up arise in the canyon, that's where I long to be with my three